avec l'appui du Crédit Communal. « 15 janvier 1938, frontière belgo-luxembourgeoise. Un contrôle de routine d'une camionnette Chevrolet en partance pour le Congo belge. À bord, 3 jeunes gens. Ils ont 20 ans. L'un d'eux nous raconte l'origine de cette captivante aventure. J'allais au mariage d'une sœur d'un de mes amis. Et après le mariage, comme le jeune ménage allait partir pour le Congo, il y a mon ami Paul Baudouin, donc, me dit tout brusquement, tiens, si on allait le voir au Congo. Le film de leur périple guidera aujourd'hui nos chroniques congolaises. Et si on le faisait en auto? C'est moi qui ai dit d'aller en auto. Mais quelle idée, me dit-il, c'est magnifique, on va faire ça. Aucun des 3 jeunes gens ne connaissait l'Afrique. Pour le voyage, il s'était fait offrir un châssis de camionnette et il l'avait équipé entièrement. Pour toute préparation, ils avaient écouté attentivement les conseils de connaissances ayant une expérience de l'Afrique. Laissant derrière eux Marseille, sa cathédrale et le château d'If, cap sur l'Afrique. Étienne Guérings assure le reportage. Après quelques heures de bateau, voici Alger, la ville blanche, capitale de l'Algérie française d'avant-guerre. Quelques jours seront bien nécessaires pour s'adapter au rythme de vie de ce nouveau continent. Et puis, la traversée du désert, ça se prépare. C'est aussi l'occasion de flâner, dans le port, le long de la rue d'Isly, dans les quartiers coloniaux où le trafic rappelle pour la dernière fois la circulation des grands centres d'Europe. Mais les odeurs, les parfums, les habits, la langue confirme que cette fois l'aventure a bien commencé. Ces images sont différentes de celles enregistrées par des Européens vivant en Afrique. Pour nous, ces films correspondent peut-être au regard étonné que portait l'Européen des années 30 sur un monde qu'il découvrait. Nous voilà partis d'Alger sur Insala et la première vue que nous montrons, c'est dans les gorges de la Chifa, qui sont connus pour leurs singes, qui souvent se précipitent sur les voitures et à qui certains touristes donnent même à manger, mais c'est toujours dangereux. Nous n'avions pas d'horaire, nous avons fait ça tout en notre aise. D'ailleurs, nous avons mis 20 jours pour traverser le Sahara. Et on est resté à Insala à un certain moment aussi pour réarranger la voiture et pour nous retaper un peu nous-mêmes. Nous avions demandé à un Arabe de nous piloter de Gardaïa à El Golea, parce qu'on devait rouler la nuit. Ah, me dit-il, je vais vous apprendre à rouler dans le sable. Et il prend le volant, et après une dizaine de kilomètres, il roule sur une grosse pierre et arrache un des ressorts arrière. L'ennui, c'est que nous n'avions pas de bride pour réparer cela. Alors, comme ancien scout, j'ai fait avec un rouleau de fil de fer un brelage autour du ressort et ça a tenu tout le voyage. Les chameaux sont effrayés par le bruit du moteur. Et les gens étaient furieux parce qu'évidemment, les chameaux se débarrassaient de leur charge
Et il nous invectivait aussi, nous ne sommes pas restés trop longtemps. Et un des nombreux ensablements, nous en avons eu plus de 200 dans le Sahara, et c'était très difficile à en sortir. Nous n'avions que des planches en bois, 2 planches en bois. Les poutrelles en fer de l'armée américaine n'existaient pas encore. Alors, grâce à ces planches en bois, nous avons pu en sortir, mais certains ensablements ont duré plus de 2 heures, c'est-à-dire qu'ils se répétaient. Et un jour, nous n'avons fait que 2 kilomètres dans le Sahara en une journée à cause des ensablements. On en a eu 200. Et vous aviez le moral. Oui, nous avions une voiture qui pouvait porter 750 kilos et nous en avions chargé avec nous dedans 1250. Nous avions vu une antilope et on l'a tuée, ce qui nous a permis de manger un peu de viande fraîche. Ça, c'est notre poste de radio que nous avions reçu de Philips, une des rares radios qui marchait sur accu. Nous avons entendu, entre autres, l'Anschluss d'Autriche à ce moment-là. C'est là que nous l'avons apprise, en plein Sahara. Alors, si vous voyez un atterrissage forcé d'un avion de la Sabena, c'était un Savoia Marchetti qu'on avait avant-guerre, qui était fabriqué en triplex. Un vautour a troué l'aile et vous allez voir comment on retire les morceaux. Alors on a réparé cet avion au moyen d'une toupe d'essence. On a cloué la ferraille dessus. Il a pu repartir. Il repartait au Congo. C'était un des premiers avions qui partait au Congo, qui faisait la ligne assez régulière. Et quel était le nom du champ d'aviation? Zinder. Bangui, c'est l'endroit où nous allons passer au Lubangui, qui faisait la frontière du Congo belge. Et il y avait une bergerie qui remplaçait les ponts, parce que souvent les ponts étaient démolis ou mangés par les termites. Il y a des palabres, non? Oui, ils ont voulu faire la grève. Pourquoi? Pour avoir plus d'argent. On ne voulait pas vous laisser passer? Et ce sont d'autres qui nous ont transportés. Il y avait une rivalité entre tribus. Et c'était le premier contact avec le Congo. Et la différence, c'était que les Français, au Congo français, on faisait des grèves, mais au Congo belge, jamais. Faire une incursion en Afrique équatoriale française représentait une aventure et presque un encanaillement. En ce sens que la condition sociale était extrêmement différente. Elle représentait d'un côté le Congo belge, de l'autre la colonisation française. Chez nous, c'était le paternalisme, je vous l'ai dit. Hein. Et quand on franchissait la frontière, on trouvait une organisation sociale tout à fait différente. Nous trouvions, nous, les Noirs du Congo français, insolents. Mais comment ne l'aurait-il pas été quand on voyait un brillant officier de la force publique, revêtu du magnifique uniforme français, et noir par surcroît, promenant à son bras une femme blanche, qui n'avait pas du tout l'air honteuse d'être ainsi vue déambulant dans l'artère principale de Brazzaville. C'était inimaginable au Congo? C'était une chose qui était inimaginable au Congo. Inimaginable. Mais il n'y avait jamais de Blancs qui allaient vivre avec les Noirs. Si, ça, il y en a eu, hein. Comme il y a eu des hommes qui ont épousé des Noirs. Et comment ils étaient considérés, ça?
C'était normal ou bien exceptionnel? Non, quand même, c'était exceptionnel. Hein. C'était pas la normale. Hein. C'était pas la normale. Vous savez, tant que vous restez là-bas, ça va. Mais le problème, c'est quand vous revenez ici. C'est tout le problème. Et c'est même pas le problème du fait que c'est un Européen qui épouse une Noire, c'est le fait des enfants. Et c'est l'enfant qui est malheureux. Alors vous touchez au but de votre voyage, là? Ah non, oui, nous arrivons au Coco Belge, c'était évidemment le but. D'autant plus qu'il y avait mon frère qui était précisément dans cette région-là. Qu'est-ce qu'on fait là? Ça, c'est le tam-tam. C'est ça. C'est le fameux tam-tam avec lequel il se parle d'un village à l'autre. Oui, ce sont les plantations chez mon frère dans le Bangui. Ce sont ses ouvriers à qui on donne la tâche. D'ailleurs, c'est mon frère qui se trouve là-bas dans le fond, qui était là-bas sous la barza, et qui leur donne leur tâche, le jour, distribution du travail. Et donc c'est le travail de la journée, ils sont partis? Oui, ils partent. Et ils reviennent le soir? Ils reviennent le soir. Les carottiers en corvée, alors. Parce que là, on leur donne une corvée de bois, par exemple, ou de pierre, ou de route à faire, quand ils ne font pas leur... et ça, ils doivent le faire dans le village même, hein, ou du moins là où on habite. Couper le bois. Ça, on les surveille mieux. Ça, c'est l'EVA, donc l'arbre qui donne le caoutchouc. On se fait une coupure dans le bas, on met un petit pot et la sève coule dans ce petit pot. Et tous les jours, tous les 2 jours, on coupe un petit peu plus bas dans l'écorce. Alors, cette sève, on la verse sur des plateaux et on la sèche. Et puis on doit la laver très fort aussi. Vous voyez ici. Et puis on le fume pour la conservation. Et vous voyez le blanc et celui qui est fumé. Les nègres sont très propres dans les régions où il y a beaucoup d'eau. Et cela parfois 2-3 fois au bout d'une journée, complètement. Mais quand ils sont dans une région où ils doivent aller chercher l'eau, parfois à 10-15 km de là, ils ne rapportent qu'une quantité minime et ils sont sales. Et oui, tout ça, c'est chez mon frère à Kawa, tout près de Libengé. Ils font aussi nager, hein, les Blancs. Et voilà le patron de mon frère, avec un de ses enfants. Qui est un mulâtre? Qui est mulâtre, parce qu'il avait une ménagère. Il avait 2 enfants. L'une, celle-ci s'appelait Maggie, mais l'autre, comme il aimait beaucoup le whisky Johnny Walker, il l'a appelé Johnny. Et les enfants sont restés là-bas ou il est revenu Non, ils sont revenus, ils étaient à Louvain, et puis ils sont mariés, là, j'ai perdu le vue. La plupart des Blancs qui étaient là n'étaient pas mariés. À cette époque-là, on envoyait des célibataires le plus possible en Afrique. Mais évidemment, rester célibataire, c'était difficile. Et l'attrait des Noirs, malgré que ça ne se sentait pas très bon, elles se plaignaient que nous ne sentions pas bon, mais nous nous plaignions que les Noirs, les négresses ne se sentaient pas bon. Et malgré ça, presque tous les Blancs avaient ce qu'on appelle des ménagères, c'était des femmes avec qui ils vivaient comme maritalement. Et c'était assez généralisé.
que les Noirs viennent pour vendre leur coton à la Cotonco. C'est leur récolte à eux, parce que la Cotonco était chargée en même temps d'apprendre aux nègres à cultiver, entre autres, le coton. Ça, c'est mon frère, qui est mort comme parachutiste pendant la guerre. Lui était à la Cotonco au début, et puis il a été engagé par un planteur. Et les Noirs étaient très friands de sel parce qu'il manquait beaucoup de sel dans le centre de l'Afrique. Qu'avant, c'était l'endroit où mon frère travaillait chez M. Masson, un Écossais. Et ici, vous voyez ce que nous rencontrons sur les routes d'Afrique. Des arbres tombés à travers la route ou des ponts cassés. Alors, il faut trouver tout un village, souvent chez des missionnaires, pour demander de réparer un pont ou de scier un arbre. À l'époque, qu'aviez-vous comme image, comme idée de l'Afrique? Une histoire de missionnaire. Nous avions été évidemment dans des collèges de jésuites, entre autres, et qui nous avaient raconté toutes ces fameuses histoires de missionnaires, de petits nègres et tout ce que vous voulez, mais nous montraient jamais la réalité, parce que la réalité était tout de même un peu autre. On les voyait toujours bien habillés, bien présentés, tout ça, grâce à l'argent qu'on récoltait chez nous. Et justement... Mais quand nous sommes arrivés dans ces pays où les Noirs couraient tout nus, hommes, femmes, enfants, etc., où on voyait les maladies les pires qui se montraient à tout le monde, etc., eh bien, ça nous a effrayés un petit peu. On nous avait bien sermonné avant de partir et dit, surtout ne touchez jamais à une femme parce que vous risquez d'attraper les pires maladies de là-bas. Évidemment, nous avions peur et on a été très prudents de ce côté-là. Mais de toute façon, c'était une chose que nous n'avions jamais vue de notre vie et ça nous a frappé énormément au début. Alors là, on s'était habitué à ce genre de sport et on ne regardait plus que les très jolies filles par les autres. C'est énorme. Parce que ce qu'on voit sur l'autre côté du fleuve, ce ne sont même pas l'autre côté du fleuve, ce sont des îles. C'est pour vous dire la largeur des fleuves. Vous voyez ici un bac un peu plus moderne qui va nous transporter. Et toujours en chanson, en rythme, c'est... Oui, toujours en rythme. Même quand ils travaillent la terre au courant, ils font tout après un rythme. Mais ça, ils le font encore en Afrique. Leurs travaux sont rythmés. Je crois que ça doit avoir une raison, c'est qu'ils sont trop paresseux, sinon. De cette façon-là, ils sont obligés de travailler. Certaines personnes se rappellent de l'affiche de la loterie coloniale avant la guerre. Eh bien, chez les Mangbetu, on voit la personne, la noire, qui a servi de modèle à cela. Le roi Niapou, avec ses 400 femmes, et c'est une de ces 400 femmes qui a été le modèle de la loterie. Oh, les Blancs l'ont choisi, évidemment. Mais c'était une très jolie femme, à cette époque-là. Les chefs ne vous ont pas proposé leur jeune fille? Si, entre autres, celui-là. Le roi Niapou. Et comment ça se passe? C'était très difficile de le faire et admettre que nous ne voulions pas. Heureusement, les missionnaires étaient déjà passés par là, et cela leur avait appris que tous les bancs ne prenaient pas toujours les fruits. On lave d'abord le bébé, puis on boit l'eau. Ce n'est pas de l'eau très propre. Nous avions d'ailleurs un produit pour purifier l'eau. La première locomotive de Vici-Congo, de l'Ouélé, locomotive qui a servi de pièce de rechange pendant la guerre pour les autres locomotives qui restaient. Mais c'était déjà un beau port commercial, comme vous verrez. Il y a de grosses barges de 3000 tonnes qui arrivaient là et qui venaient chercher le
coton, entre autres. Et on avait déjà traversé une grosse partie de l'Afrique, et alors, évidemment, on était un peu habitué à pire que ça. Ceci, au contraire, nous semblait très avancé au point de vue culture, au point de vue organisation. Voir des bateaux pareils sur la rivière, c'était tout de même déjà extraordinaire. Mais on avait cette idée en Belgique, n'est-ce pas, que le colonial, avec le film qu'on voit ici, c'était le bonhomme qui était assis dans un fauteuil avec un bon whisky en main, n'est-ce pas, et une bonne femme indigène là derrière avec un, n'est-ce pas, hein, pour aérer un peu, et les autres travaillaient et vous faites rien. Ça n'était pas vrai. On construit là une espèce de barrage pour avoir une chute d'eau pour réaliser une centrale électrique. Dans des beaux projets qu'on avait fait là. Depuis là, on a fait beaucoup plus chaud. Le captage, donc, pour l'utilisation de la houille blanche. Ça, c'est extraordinaire. C'était des Sud-Africains, des poor whites, de pauvres blancs, des malheureux. Mais regardez, ce n'est pas possible, pas pensable qu'un blanc soit sur une charrette comme ça, à l'époque coloniale. Jamais. Chez les Bafouassendé, les forgerons du village, voilà la forge. On voit ça encore de temps en temps dans certains villages de Beauce. Et ça marche très bien. Ça donne beaucoup d'air à ces petits fourneaux où on fond le fer. Ils font des objets en fer, des points de flèches, et entre autres avec nos boîtes à sardines. Ça, c'est un marché de bananes. Ici, ils payent souvent en sel ou en monnaie. Mais ils n'aimaient pas tellement la monnaie, parce que sa monnaie était en papier et ça ne tenait pas bien. Ils préféraient des objets qui leur étaient plus utiles directement. Donnez-moi 1000 francs et dites-moi, écoutez, vous devez le dépenser aujourd'hui au Congo. Qu'est-ce que vous voulez que j'aurais fait? Il n'y avait qu'une chose à faire, c'est d'aller appeler un ou deux voisins et de prendre un verre ensemble. Tandis que si vous me dites, vous devez devoir dépenser 1000 francs, je peux aller dans un bon restaurant, je peux aller éventuellement au théâtre. Donc la vie est tout de même plus facile. La vie était quand même plus facile. Hein? Ici, vous voyez que la fabrication de la bière de banane, nous avons acheté 3 calebasses de bière de banane pour un peu saouler le village, pour les sortir de leur mutisme et tout ça, parce qu'ils étaient assez tranquilles. Et alors, on les voit danser, ils dansent même sur des airs européens. C'est une boisson très capiteuse. Et vous voyez directement que c'est un village qui appartient à une industrie. Toutes les huttes sont mises sur une rangée, elles sont habillées. C'est un village d'ouvriers, en fait. Les Noirs n'étaient pas habitués, surtout, à travailler. Surtout l'homme. L'homme ne travaillait pas beaucoup, c'était toujours la femme qui travaillait. Or, nous faisions travailler les hommes, il ne faut pas oublier ça. Alors, comme le climat est chaud, que le tempérament est tellement laissé aller, chez les Noirs, c'était parfois difficile de les faire travailler. Et là, je crois qu'on a peut-être un peu été fort à certains moments, seulement à côté du travail que les Belges faisaient, parce qu'il ne faut pas s'oublier que le travail, que nos coloniaux faisaient du beau travail là-bas. Ah oui, la ferme de Gargala à Bodio, c'est une des premières, c'est pas la première d'Afrique, où on a dressé les éléphants comme on faisait ailleurs aux Indes. C'était un travail extrêmement difficile. On rapporte que le roi Léopold II avait été impressionné par les majestueux éléphants de l'Inde, guidés par leur cornac. L'image avait fait son chemin. À Gangalan à Bodio, on créa un camp de domestication des éléphants.
On espérait pouvoir utiliser leur force et leur intelligence pour divers travaux agricoles, forestiers ou routiers. L'éléphant n'était plus seulement apprécié pour l'ivoire de ses défenses. La capture des éléphantaux, leur dressage, demandait un savoir-faire dont s'acquitta brillamment Pierre Hoffermann. Il y eut des réussites, pourtant, l'expérience ne connut jamais le développement attendu. Nous étions chez Clesboire. Il était agent territorial à ce moment-là. Et il y a un noir qui vient nous annoncer que près de là, il y a un nuage de sauterelles. Et bien, nous avons laissé le dîner, on est parti directement, moi avec la caméra, et assis sur le garde-boue avant pour filmer. Mais on était en course-culotte et mes copains avaient eu vraiment la gentillesse de rouler à fond là-dedans. Ça fait que j'étais rempli de ces sauterelles et des saletés de ces sauterelles, la tête aux pieds. Ils rigolaient derrière la vitre, mais moi, j'étais salement vu. C'est un nuage terrible. Un nuage de 12 km sur 3 qui mangeait tout. Et les nègres raffolaient de ça. Oui, ils les prennent et ils les cuisent, ils les rôtissent. C'est plein de sauterelles. Oui, c'est plein de sauterelles. Et ça, tout ça sera mangé. Tout. Il paraît que c'est très bon à manger. Ça arrive en Europe aussi, il y a des endroits où la route s'écroule, ou bien des éboulements sur la route. Ici, ça a été le cas. On traverse le lac Kivu sur un bateau. Là. C'était déjà un gros bateau, ça. Mais sur le lac Kivu, il y avait déjà de beaux bateaux, hein, d'ailleurs partout, sur le lac Tanganyika aussi. Ça avait de beaux bateaux qui étaient arrivés, là, tout à fait démontés, mais qu'on remontait sur place. C'était l'administration territoriale qui assurait l'entretien des routes, qui faisait construire les petits ponts, les dallos, qui veillait aux écoulements d'eau, etc. Et il y avait des équipes de travailleurs qui faisaient ça régulièrement. Et je dirais que c'était une des premières préoccupations d'un administrateur territorial, c'était d'avoir un bon réseau routier, parce qu'il suffisait qu'il y ait un pont effondré sur la route pour qu'immédiatement les échos remontent à l'échelon supérieur et qu'on ait la réaction. Les villageois étaient censés entretenir également les passages dans leur village. Les Noirs pouvaient-ils s'en passer des routes? Je crois que oui. Les Noirs, ils circulent à la machette. Enfin, je ne sais pas si là-bas on appelle ça une machette, mais ils circulent en se frayant un passage à travers les broussailles et puis en employant parfois les arbres parce qu'ils sont très agiles. Ça, je crois qu'eux pouvaient s'en passer. C'est une opinion tout à fait personnelle. Hein? Mais ils comprenaient quand même la construction des routes, ou bien oui, ça... bon, c'est-à-dire que pour eux, c'était un travail qui leur améliorait l'ordinaire, qui leur donnait un peu de tout ce qui était miroir aux alouettes, d'objets des Blancs. Ici, 45 km d'inondation, des Tanganyika. Ça, on risquait toujours de tomber dans des puits ou dans des choses, mais enfin, il fallait bien passer. Tant que la route est solide ou faite avec la latérite, ça va. On espère de passer sans accroc. Et le plus pénible, c'est quand vous avez effondré dans des fondrières comme ici, n'est-ce pas? La boue et tout ça. Il faut se tirer d'affaire tout seul. Ces rivières se remplissent rapidement d'eau, parfois 7-8 mètres d'auteur, quand il y a eu de fortes pluies, et ça arrive d'un coup.
Alors il faut veiller à ne pas rester dedans, comme ça nous est arrivé, parce que vous risquez d'être pris dans une inondation formidable et ne plus retrouver votre voiture. Et ici, nous avons dû aller chercher dans un village des environs des Noirs pour aider à nous sortir de là. Ici, nous sommes à Kilomoto. Kilomoto, c'était la mine d'or de Congo belge. Et ça, c'était pour descendre la pierre contenant de l'or, on enlève la roche. Et là en dessous, il y avait des wagonnets qui transportaient ça. Vous voyez là, on mettait un jet d'eau sur les roulettes parce que sinon, ça s'échauffait trop vite hein, avec les chaînes. On mettait un jet d'eau pour la poussière. Mais c'est immense comme site. C'est immense, c'est très grand comme site. Alors les broyeurs, on broie tout cela très fin, très fin, très fin. Et puis il y a des tables d'amalgamation qui sont donc couvertes de mercure et le mercure absorbe l'or. Alors on fondait l'or en lingots. Ça a l'air comme ça un peu artisanal. Mais évidemment, il n'y avait pas tellement d'or que ça. Hein. Mais c'était encore très artisanal, ça c'est un fait, vous voyez bien, parce que tout ça se fait plus de cette manière-là maintenant, tout ça se fait à la machine. Et on récupère l'or qui tombe dans le bassin. Est-ce que les Blancs travaillaient aussi? Les Blancs ne travaillaient pas, ils dirigeaient le travail. Mais on devait surveiller de très près les Noirs pour qu'ils ne chipent pas de l'or. Tout ce que vous dites, est-ce que ça ne correspond pas à l'image un peu négative qu'on avait du colonial qui était bien servi, qui avait une condition de vie exceptionnelle, qui ne travaillait pas beaucoup? Eh bien, ce n'est pas exact. Le blanc travaillait beaucoup. Et surtout, particulièrement au Congo belge. Parce que tout d'abord, on commençait son travail à 6 heures du matin. Et ce n'est que vers l'heure de midi, qui faisait une sieste, bien entendu, mais reprenait le travail jusqu'à souvent 6 heures du soir. Parce que là-bas, il fait noir à 6 heures du soir et le soleil revient qu'à partir de 6 heures du matin. Mais les Blancs travaillaient beaucoup. Il ne faut pas sous-estimer ça. Ils n'exploitaient pas tellement les Noirs. Ils étaient obligés à travailler, c'est un fait évident. Mais ils étaient payés pour la chose aussi. Hein. C'était des contacts très amicaux. C'était des contacts très amicaux, mais c'était toujours des contacts de maître à élève, si vous voulez. La politique du gouvernement, c'était ce qu'on appelait le paternalisme. C'était un peu l'Afrique du Sud, si vous voulez, en très mitigé, en ce sens que l'Européen était des sens supérieurs et que... Ça allait jusque-là? Bon, même dans ses effets, oui. Et le noir lui devait le respect. C'était ça le gouvernement paternaliste. Et on éduquait les indigènes, on les évangélisait, on leur donnait de l'instruction, et ce qui était d'ailleurs nécessaire pour qu'ils soient introduits à des postes comme chauffeurs de camions, comme conducteurs de bateaux, comme scribe d'une administration, comme infirmier, comme clerc. C'était dans l'intérêt à la fois de l'Européen et de l'indigène. Mais il est hors de doute que la politique de l'époque était de ne pas élever l'indigène au-delà d'un certain niveau. On nous accueillait très bien. En général, les Blancs aimaient beaucoup d'avoir des visites. Oh, beaucoup. Je veux dire, nous n'avons pas eu un mauvais accueil nulle part. On palabrait sur toute la vie là-bas, en Afrique. Au fond, on ne rentrait qu'une fois tous les 3-4 ans. Quand c'était des gens de l'administration, mais des coloniaux, restaient là 10-12 ans sans rentrer en Europe. Vous voyez les belles bâches qu'ils avaient là. Ils étaient très soignés, voilà, des reproducteurs qu'on avait fait venir aussi. Parce qu'il n'y avait pas encore d'insémination artificielle à cette époque-là. Alors il fallait faire venir des reproducteurs.
Il y avait même quelques chevaux, mais les chevaux ne tenaient pas bien là-bas. Ils attrapaient facilement des maladies. La malaria aussi. Et alors, vous aviez des étendues formidables de milliers d'hectares où les bêtes pouvaient vivre presque au sauvagement. Enfin. Moi, Mutara, au Rwanda, c'était un homme qui avait l'air très bien d'ailleurs. Il était très grand, très beau, l'homme, sa voiture. Et voilà ces danseurs, les fameux danseurs qu'on a vus plusieurs fois ici, même en Europe, on les a fait venir. Mutara est en panne avec sa voiture. C'est mon ami qui était chargé de la mécanique, Baudouin, qui le répare. Ça, c'est lui, mon ami. Visite des vaches sacrées, c'était avec le docteur, entre autres, le vétérinaire. Et le vétérinaire mettait le thermomètre derrière des vaches. Et alors, il devait soigner les femmes aussi, parce que les femmes, les négresses venaient aussi se faire soigner. Et on leur mettait le thermomètre en bouche après ça. Quelles étaient les maladies là? Il y avait des maladies particulières? Non, maladies de sommeil, il y avait toutes sortes de maladies, je ne sais pas moi, maladies. L'Afrique, il nous apprend à jeter des pierres comme ça avec les doigts. Et ça marchait très bien, mais nous n'avons jamais su le faire. C'était au lac Albert, puisque nous avions tué 2 antilopes chez mes amis, les Seniotovitch, donc, qui épousaient donc la fille de la sœur de M. Paul Baudouin, qui était avec nous. Nous arrivons là, et voilà leur maison, près du lac Albert. Et voilà Madame Seniotovitch. Et c'est Boy. C'est là que nous avons passé une quinzaine de jours, 3 semaines. C'est moi qui découpe l'antilope. Il paraît que j'étais le plus habile dans ce genre de choses. Je vois que j'étais un peu plus maigre à cette époque-là que depuis. Ici, nous allons à la chasse au croco sur la Semliki. Et c'était une distraction, hein, parce que ce n'était pas chassé pour la peau. Celui-là, je l'ai tué. Et je suis même allé relativement après. Vous voyez, il n'est pas encore mort. Qu'est-ce que vous mangiez là? Pas du crocodile, quand même. Non, quoi qu'on mange du crocodile. Hein. Nous en avons tiré 7. C'était un jeu ou bien c'était pas un peu cruel? Ben non, parce qu'on devait liquider les crocos, il y en avait beaucoup trop. C'était trop une très bonne chose qu'on faisait. Ils s'étaient mangés par les autres crocos. Vous avez eu vraiment l'impression de découvrir une autre civilisation, une autre manière de penser? Oui, carrément. Carrément. D'ailleurs, même pour les Blancs, c'était une autre façon de vivre, une autre façon de penser. Ici, parce que, mon Dieu, les heures de travail étaient différentes, le travail était totalement différent. Ils avaient affaire à des gens qui n'avaient aucune érudition, souvent des sauvages, vraiment. Par contre, ils avaient parfois affaire aussi à des gens qui avaient été chez mon père faire des études et qui étaient déjà un peu plus évolués, et qui étaient habillés d'ailleurs, parce que ça, on ne va pas chez mon père déshabillé, ça n'allait pas. Voyez-vous, malgré tout, on n'en a pas parlé. Pourquoi est-ce que vous êtes parti au Congo? Il y avait tout de même aussi, n'est-ce pas, un peu l'aventure.
Et puis, disons honnêtement, c'était assez flatteur. Vous arriviez là, vous étiez très jeune, et vous étiez le bon Dieu. Hein? Ça consistait en quoi vivre à Licassi dans les années 38-39 pour des jeunes filles? Nous sommes arrivés en 37 donc. Papa à l'Union minière, nous deux jeunes filles, on était là à se tourner les pouces. Alors, papa dit, oui, mais attention, dit-il, vous venez d'arriver, il faut d'abord apprendre la langue. Bon, oui, mais nous, évidemment, hein. Alors, moi, j'avais déjà demandé du travail à l'Union minière, comme employé de bureau, quoi. Ça, j'étais capable de faire. Et on allait prendre le thé du matin dans une pâtisserie. Et j'entends la dame téléphoner à son patron qu'elle était surchargée de besogne, qu'il lui fallait quelqu'un. Alors, je lui ai proposé mon aide. Et elle dit, mais mademoiselle, je ne suis pas la patronne. Je dis, madame, je ne vous demande rien. Rien que vous aidez, une occupation, je ne demande pas à être énumérée. Ah, si vous voulez faire ça, voilà. Et c'est comme ça que je suis rentrée dans une pâtisserie. Et quelques mois après, ce commerce était à remettre. Nous avons repris cette pâtisserie. Et c'est là-dedans que les ingénieurs là, du comité spécial sont venus. Donc, ils avaient appris que nous, dans le temps, en Belgique, on faisait des cigares. Et c'est ainsi qu'on a ouvert la fabrique. Et comme ça a pris de l'extension, nous avons liquidé la pâtisserie, on s'est mis dans les cigares. Voilà notre vie du Congo et de jeunes filles, mais sinon les autres jeunes filles, je ne sais pas comment elles passaient leur temps. Évidemment, ça nous paraît un petit peu rétro. Je crois qu'il faut remettre tout ça dans le cadre de l'époque. Et c'est d'ailleurs ce qui s'applique à l'ensemble de ces films. Il faut regarder ça avec un œil, je dirais, détaché. Et ne pas vouloir le juger en fonction des critères actuels. Ça me paraît très important dans l'ensemble de tout ce que nous voyons maintenant. Il y a des problèmes économiques qui commencent à se poser pendant l'année 39. Il y a des retours de coloniaux en nombre anormal, parce que y en a qui sentent peut-être venir l'orage et qui trouvent qu'il vaut mieux être en Afrique qu'être en Europe. Il y a des gens qui font revenir leur famille. Il y a des gens qui disent qu'ils préféraient aller passer leur congé ailleurs qu'en Europe. Enfin bon, il y a comme ça des petites manifestations. Mais on peut dire que l'année 1939... et même le début de l'année 1940 se passe sans trop de problèmes. Notez bien qu'en 1939, c'est assez amusant, à Brazzaville, en face, on avait décrété le blackout, n'est-ce pas, contre les bombardiers allemands. Alors, vous voyez quand même que la psychose de guerre pouvait gagner, n'est-ce pas, que les Allemands viennent bombarder Brazzaville, était quand même un peu étonnant. On l'avait d'ailleurs levé après un certain temps en se rendant compte que ce n'était pas fondé. Bon, les militaires, eux, veulent mobiliser. Parce qu'ils croient qu'on va attaquer le Congo. Je crois que le gouverneur général a raison, et le gouverneur général leur fait observer que si on mobilise, il n'y a plus personne pour assurer la survie économique du pays. Là, ça, c'est très très clair. J'étais dans un secteur de prospection où vous aviez 3 prospecteurs. Nous avions un agent dans un poste central, si on peut dire, qui avait la radio. C'est le seul qui avait la radio et il nous envoyait des billets avec la situation. Et comme c'était un ancien militaire, il suivait ça de très très près. Et finalement, je crois que j'ai été mobilisé le 25 mai. Et je devais rejoindre Bukavu, Costermanzul, à l'époque. Je devais rejoindre par la voie la plus rare. J'avais un ordre de rejoindre. Je pouvais réquisitionner des véhicules, je pouvais atteindre Bukavu le plus vite possible. C'était à combien de kilomètres?
J'avais d'abord 5 jours de marche pour atteindre la route, avec une caravane de porteurs qui portaient mes mâles, mon lit, une soixantaine d'hommes qui m'ont accompagné jusqu'à la route. Il y avait une camionnette. À l'époque, les véhicules, les voitures n'existaient pas encore. C'était la camionnette du chef du directeur de la mine. Et cette camionnette, le chauffeur avait pour mission de me ramener à Kalima, 200 km en arrière. Je dis non, je réquisitionne et vous me conduisez à Bukavu. Bukavu, c'était 600 km environ. Et vous étiez mobilisé? Mobilisé et démobilisé le même jour. En arrivant, je devais retourner en brousse pour l'effort de guerre. Parce qu'on avait décidé alors de rappeler les agents miniers. Je suis arrivé là, je dis, je ne retourne pas. Je reste, je suis resté. Que devient la force publique pendant ce temps-là? La crise économique de l'entre-deux-guerres avait provoqué une compression des dépenses. L'instruction des troupes s'en était ressentie et l'on craignait une baisse sensible de la valeur opérationnelle de ses effectifs. Vers 1939, quand l'Europe découvre l'éventualité de conflits, des crédits inespérés sont débloqués, malheureusement un peu tardivement. Quand la guerre éclate, la force publique ne semble pas prête à affronter un second conflit mondial. Par chance, aucune menace directe ne pèse sur le Congo belge. La mobilisation de la force publique commence le 15 mai 1940. Ce sera le début d'une longue période d'inaction et d'attente. On ne pouvait évidemment pas connaître le rôle important que jouerait le Congo belge dans la Seconde Guerre mondiale et pour la Belgique et pour les puissances alliées. C'est sur ces incertitudes que nous clôturerons momentanément la première époque de nos chroniques congolaises.